Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve pour le dernier Zap de la semaine. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index côté crypto, qui se trouve toujours à 27 dans la peur. Du côté des marchés US, aucun changement vu que je l'ai fait en plus très tard hier. Les marchés sont fermés le week-end, donc aucun changement, on est toujours dans le neutral à 54. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain à 22h en live sur Twitch. Et si tu veux tenter ta chance pour être tiré au sort, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous les Zap Crypto de cette semaine et peut-être remporter un NFT. Je laisse place à nos intervenants, installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à demain, c'était Zap Crypto. Parlons maintenant de Kevin O'Leary qui a avoué avoir reçu de l'argent de Sam Bankman-Fried. Tout d'abord, je vous rappelle que Kevin O'Leary est un célèbre homme d'affaires canadien qui a cofondé des fonds d'investissement et qui est connu comme étant un fervent défenseur de Sam Bankman-Fried et de sa plateforme, car même après la chute de FTX, il était un des rares à encore soutenir son dirigeant. Et ce n'est pas très surprenant qu'il était autant à fond dans la promotion de FTX, car il a aujourd'hui révélé lors d'une interview qu'il avait été payé 15 millions de dollars en août 2021 pour être un porte-parole de la plateforme, mais le truc c'est que sur ces 15 millions de dollars, il en a investi 9,7 millions dans les cryptos sur FTX, qu'il a désormais perdu dans la chute de la plateforme. À savoir que dans cette même interview, il a également révélé qu'il avait demandé à SBF où était passé l'argent, et ce qu'il lui aurait répondu, c'était que le rachat des parts de Binance aurait coûté plusieurs milliards de dollars, mais qu'il avait été obligé de le faire car Binance lui mettait des bâtons dans les roues, sous-entendant ainsi que Binance serait au moins en partie responsable de la chute de FTX. Un argumentaire qui a rapidement été démenti par Champenzao sur Twitter où il dit, je cite, « Il semble que 15 millions de dollars n'ont pas seulement changé l'opinion de Kevin O'Leary sur les cryptos, cela l'a également amené à s'aligner sur un fraudeur. Est-il sérieusement en train de prendre la défense de SBF ?» Et il a répondu aux critiques de sabordage de Binance en rappelant que le rachat des parts que possédait Binance était loin d'être le seul achat coûteux de la plateforme, car FTX avait également dépensé des milliards de dollars dans le Stadium de Miami, la pub du Super Bowl, des dons politiques massifs ou encore l'achat d'immobilier de luxe. Donc au final, Kevin O'Leary a perdu 10 millions sur les 15 millions de dollars, et malgré les accusations de pratiques illégales qui s'accumulent, il continue de prendre parti pour SBF en sous-entendant que Binance voulait nuire à FTX. Information que je trouve complètement hallucinante qui vient de tomber, c'est que le média de Block, qui est un média indépendant, crypto, connu, reconnu, je me base sur ce site notamment dans mes diverses sources que je regarde quotidiennement pour vous faire la synthèse des meilleures actualités, et ben on a l'information comme quoi De Block aurait reçu des fonds de chez SBF depuis un certain nombre de temps. Ils auraient reçu des prêts en millions de dollars, ils auraient reçu 2 prêts différents. En fait, ça serait le CEO plutôt de Block, McCaffrey, qui aurait reçu en fait à 2 reprises des fonds pour venir en fait pour racheter d'une part de Block, parce qu'en fait en 2021 il y a eu un rachat par McAfee de Block auprès des investisseurs, et en fait du coup de Block appartient majoritairement à cette personne du coup McCaffrey. Et plus tard, quelques temps plus tard, il a eu besoin de fonds pour faire tourner de Block, et il a encore fait appel à SBF via Alameda pour recevoir un prêt d'une dizaine de millions de dollars encore pour venir aider de Block. Donc là, c'est quelque chose de complètement hallucinant, ça montre un peu les tentacules de SBF partout au niveau des médias. Donc a priori les journalistes n'étaient pas au courant, ils ont tous fait part de leur indignation vis-à-vis de cette information. Ils ont le CEO a démissionné, mais il reste pour l'instant propriétaire de Block. On n'a pas vu non plus dans les médias, enfin dans les divers articles que Block a publié des choses qui montrent que Block était pro SBF. Ils ont fait dernièrement une interview d'ailleurs avec SBF où ils lui ont posé vraiment des questions, on va dire, assez difficiles. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qu'il fallait savoir. Honnêtement, si je savais que De Block était subventionné par SBF, j'aurais eu un regard différent sur les actualités qui nous produisent tous les jours. Donc ça montre en fait que SBF, même si vous étiez pas sur FTX, vous avez été influencé d'une manière ou d'une autre par ce qu'il a fait. On a aujourd'hui Coinbase, vous voyez, par exemple, qui va arrêter d'accepter des USDT. Vous voyez, le tweet ce matin de Coinbase est extrêmement violent. Ils disent changer vers un stablecoin qui soit auquel on peut avoir confiance concrètement, les USD Coin. Voilà, et convertissez dès maintenant vos Tether vers vos USDC.
à zéro. En gros, ce qui se passe, c'est que Coinbase est en train de passer vers les USDC et met de côté le Tether. Donc, vous voyez, ça répond évidemment à ce que Binance a fait il y a 2 semaines en interdisant, en refusant maintenant les USDC, en acceptant que les Tether et les BUSD. Donc, on a une véritable guerre actuellement pour le marché des stablecoins, très très clairement, mais en espérant que la victime de ce combat, de cette guerre, ne soit pas le Tether. On voit Ryan Selkis, qui est quand même, c'est le fondateur de Messari, je sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est quand même une société de recherche dans les cryptos qui est super efficace. Et quand je vois ce genre de tweet, I regret to inform you, je suis vraiment désolé de vous annoncer que je suis pessimiste parce que il y a encore des dominos à tomber. Ça fait un peu flipper. On a quand même une liste qui est déjà assez longue, vous voyez. L'hiver crypto 2022 est quand même déjà pas mal. 40 milliards FTX, 40 milliards UST, 18 milliards Square Capital, 5 milliards Genesis, 4 milliards, Genesis pas bankrupt, mais 4,5 Celsius, 4,5 BlockFi, je vous laisse regarder, c'est complètement fou, sans parler des hacks, Ronin, Wormhole, Nomad. Bref, même si ça rend ces écosystèmes plus forts, ça commence à bien faire. Et que l'effondrement d'un Tether, ce serait le coup de grâce. Là, pour le coup, pour moi, ça serait vraiment ça, l'événement Lehman. Et donc, on a justement là Dirty Bubble Media qui sort un papier justement sur le Tether. Parce que là tout le monde le sait. Par exemple, il prend les plus gros stablecoins comme les USDC. Il dit qu'ils sont backés. Moi, je le crois. Parce que je suis leur réserve régulièrement. Et on sait que eux, pour le coup, c'est plus transparent. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Ils sont audités tous les mois. Ils sont par un organisme indépendant. C'est un peu comme le BUSD, émis par Paxos. C'est exactement pareil pour moi. En tout cas, en termes de transparence. Et c'est pas le cas du tout du Tether. On regarde, eux, c'est tous les 4 mois. C'est pas par une entité indépendante. On sait qu'ils avaient déjà été condamnés quand même. Je le rappelle, tout le monde le sait ça, mais c'est quand même important de le dire. Ils avaient été condamnés par l'État de New York pour avoir menti sur la constitution de leur réserve. Je pense qu'il y a un truc important à dire. Pourquoi il y a tous ces problèmes avec Tether initialement? C'est parce que Bitfinex, la société mère de Tether, s'était fait hacker pour 4 milliards à peu près. Et d'ailleurs, ça avait été retrouvé, vous vous souvenez, avec les deux guignols là qui faisaient du rap et tout. Je sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens pas de leur nom, mais qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient pas réussi à liquider les 40 000 et 4 milliards évidemment. Même s'ils avaient tout fait pour se faire repérer. J'en ai parlé, mais je me souviens pas de leur nom. En tout cas, Bitfinex s'était retrouvé donc avec un trou de 4 milliards et ils avaient été piochés dans les réserves de Tether et qu'ils ont essayé de combler petit à petit. Bon, a priori, ils ont ça fait longtemps. C'était il y a 5-6 ans, donc a priori c'est bon. Mais quand on regarde les réserves maintenant de Tether, ça me réjouit pas beaucoup plus. Ok, ils ont 54 milliards en cash ou cash équivalent. Bon, et encore, je demande à voir. Tout ça, c'est super opaque. La Lune est faite de pancakes. Non, ceci n'est pas une nouvelle théorie du Big Bang, mais l'univers que propose PancakeSwap, la plateforme de finances décentralisée avec le plus grand nombre d'utilisateurs de l'histoire. Ses utilisateurs lui ont déjà confié 4 milliards de dollars de fonds. Ici, on s'échange des pancakes sur la blockchain et on les met dans des poules de sirop d'érable pour générer des gains. Lancé en 2020, PancakeSwap est l'exemple par excellence de ce que les médias appellent de plus en plus la gamification de l'investissement. La gamification, ou ludification en bon français, est une technique marketing venue des États-Unis, consistant à reprendre des mécanismes propres au jeu dans des domaines totalement différents. Score, barre de progression, quiz, roue de la fortune, machine à sous, loterie, la gamification immerge l'utilisateur dans un univers distrayant et stimulant. Ainsi, la dite gamification pourrait rendre plus accessible l'investissement et plus divertissant l'action d'investir, réputée complexe et ardue. De nouveaux champs des possibles s'ouvrent pour les investisseurs néophytes, de nouveaux clients apparaissent pour les plateformes de trading en ligne. La gamification de l'investissement pourrait donc être une opportunité immense pour les marchés financiers. Pourtant, quand on joue, c'est d'abord pour se divertir et quitter, le temps d'une partie, le monde trop sérieux des adultes et notamment de l'investissement. Les plateformes de trading en tout genre qui fleurissent sur la toile utiliseraient-elles alors les codes des jeux à des fins purement commerciales et parfois même abusives? En effet, tous les codes des jeux vidéo et du casino se retrouvent dans ces applications, ainsi que toutes les addictions. L'investissement devient donc accessible à tous pour le meilleur et pour le pire. Alors faites vos jeux. Aujourd'hui, on vous aide à y voir clair dans le jeu de la gamification de l'investissement. La dernière question, parce que je pense qu'elle va t'intéresser aussi, Emmanuel. Peut-on demander à effacer ces données dans la blockchain? Tadam. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? On peut toujours demander. On peut demander, bien sûr, mais après. Est-ce que ça peut fonctionner? C'est ça la question. Mais oui, difficilement, mais on peut demander.
C'est-à-dire, alors, lorsque la donnée elle est inscrite sur une blockchain, mais en clair, ce qui normalement doit quand même pas arriver, alors là, on peut pas l'effacer, c'est pas possible puisqu'elle est inscrite et que la transaction est immuable. Par contre, lorsque la donnée qui révèle potentiellement des caractères personnels est inscrite sur la blockchain mais résulte d'un engagement cryptographique ou d'une empreinte issue d'une fonction de hachage à clé, eh bien, on peut demander qu'il n'y ait plus la possibilité de faire la vérification entre le hash et la donnée source. Donc, on peut quand même faire jouer son droit d'effacement. Donc, je veux dire, pour les développeurs, concepteurs, etc., il faut y penser à l'avance à ça. Voilà. Ouais. Ok. Ben, super. Ben, écoute, merci beaucoup, Véronique. Je te vois perplexe, Grégory. Je te vois perplexe. J'essaie de bien comprendre tout le... Non, mais c'est parce que j'ai été obligée de le dire très vite. On pourrait y revenir, mais voilà, c'était pour vous dire que c'était possible, quoi, le message à faire passer. Ouais, c'est possible, mais il faut que ça ait été conçu tel quel dès le départ, quoi. C'est. Oui, parce que il faut. Après, ce qu'il faut, c'est si un responsable de traitement a une demande d'effacement, alors il faut regarder comment la donnée a été cryptée, en quelque sorte, hein, et puis faire un rétro-pédalage. Mais on peut très très bien, et on a le devoir d'arriver à donner satisfaction sur ce point. Et puis, alors maintenant, je connais que c'est pas facile, hein, puisqu'il faut que c'est implémenté qu'on ne puisse plus faire la vérification entre l'empreinte numérique et le fichier source qui contient la donnée à caractère personnel. C'est sur le fichier, en fait, que c'est quand les données sont sur les fichiers et non dans la transaction même, quoi. Oui, alors là, on parle de données qui sont dans la transaction, évidemment. Hein. Ouais. Et donc, du coup, on en reparlera. Pour que Sorare fasse partie de la délégation qui accompagnait Macron, on sent que pour l'instant, en termes de projet crypto en France, on est à la ramasse. Hein. On est à la ramasse. Pour qu'un truc de foot comme ça soit dans la délégation de l'État, ça veut bien dire que nous, on est à la ramasse. On n'a aucun courtier en bourse, on n'a aucun courtier crypto. Les Binance et compagnie, ils sont aux États-Unis. On n'a pas vraiment de gros projets. On n'a rien, les gars. C'est un truc de fou. On n'a rien. On est en Europe de manière générale, on n'a rien. On est encore une fois, on est les larbins des États-Unis. Et puis ouf. On va que subir ce qu'on n'a jamais créé, c'est-à-dire TikTok, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire Instagram. C'est un truc de fou. Bon, on va pas tourner en politique ou politiser notre discours. Hein, voilà, mais c'est vrai que ça montre quand même bien que oui, on est encore trop petit dans le monde de la techno parce que malheureusement, en Europe, on n'est pas gâté avec les régulations. On a plus un bâton dans les fesses en Europe qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus libérales. C'est faites de l'argent et après on réfléchit. Nous, en Europe, c'est l'inverse, c'est on réfléchit et ensuite on fait de l'argent. Bref, on continue avec justement encore on va parler de l'UE. Les cryptos vont rapporter des milliards de dollars à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que grâce à un nouveau texte de loi qui poussera les fournisseurs de services crypto à partager les infos fiscales de leurs utilisateurs, l'UE prévoit de récupérer 2,4 milliards de dollars. Donc ça veut dire que en fait il y aura une loi tout simplement où tous les Binance, FTX, alors plus maintenant FTX, chaque fois je me trompe, mais voilà, les Bitfinex, BitMEX, soit toutes les plateformes d'échange, tout en fait les fournisseurs de services comme il explique ici au niveau des cryptos, que ce soit plateformes d'échange ou autres, et du coup ils vont directement partager vos infos des clients à l'Union européenne, et au moins eux derrière ils pourront voir si vous avez bien déclaré vos impôts, tout ça, et payer les taxes qu'il faut au niveau des cryptos, et tous ceux qui l'ont pas fait, ils vont allumer et ils vont récupérer du coup de l'argent là-dessus. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal d'argent à faire. Quand on parle de CBDC, à savoir que la Banque centrale française et la Banque centrale du Luxembourg ont réussi dernièrement à faire des échanges de bons du Trésor entre les deux pays pour une valeur de 100 millions d'euros directement via un protocole blockchain. Et ce protocole, en fait, c'est une blockchain privée entre les deux pays et qui s'échange en fait que les informations entre eux. Et là, c'est ce qu'on appelle, et on peut en reparler encore une prochaine fois, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Wholesale CBDC. En fait, le Wholesale CBDC va être en fait une monnaie numérique qui va être simplement mise dans les mains des États ou des institutions ou des entreprises, et du coup jamais accessible au retail. Donc, pareil, à éclaircir aussi ce côté-là, parce qu'aujourd'hui on a tous la même monnaie, que ce soit les institutions financières, les banques, nous, on utilise tous le même euro. Mais si demain on a deux monnaies avec deux échelles différentes, à savoir un retail CBDC et un wholesale CBDC, en fait, comment fonctionne la masse monétaire? Et ça, pareil, c'est des questions auxquelles il faut encore, auxquelles il faut qu'on réponde.
We seek to ensure high standards of privacy for digital euro users, but full anonymity, such as offered by Cash, does not appear a viable option, in my opinion. It would contravene other public policy objectives, such as ensuring compliance with anti-money laundering rules and combating the financing of terrorism. And it would also make it virtually impossible to limit the use of the digital euro as a form of investment, for example via holding limits, for which identities of users need to be known. En début de semaine, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a annoncé la mise en place de l'euro numérique par la BCE et a tenu un discours particulièrement controversé. Alors que les crypto-monnaies se trouvent actuellement dans la tourmente, suite aux multiples affaires et scandales qui s'enchaînent depuis le début de l'année, avec maintenant FTX, dont nous avions parlé dans une précédente vidéo, la confiance vis-à-vis des crypto-monnaies est tout naturellement ébranlée chez un grand nombre d'investisseurs néophytes. Compte tenu de ce contexte, il semble donc logique que les autorités monétaires, les politiques et un grand nombre de personnes influentes se dressent pour critiquer l'écosystème des cryptos, adulant par la même occasion l'instauration d'un crypto-euro contrôlé par les États et les banques centrales afin de lutter contre le Far West des crypto-monnaies. Pour rappel, c'était le 2 octobre 2020 que la Banque Centrale Européenne publiait un rapport sur l'instauration d'un euro numérique. Le projet avait été lancé en juillet 2021 et la phase de test, elle, devait durer minimum 2 ans. Cette volonté d'instaurer un euro numérique est donc la suite logique de la digitalisation massive de la société qui s'impose désormais plus que jamais à la suite de la crise du coronavirus. Toujours est-il que la fin de l'euro tel que nous le connaissons pourrait être proche et les conséquences ne seraient malheureusement pas des moindres. Qu'en est-il concrètement? Quelles sont les divulgations plus que controversées faites par Madame Lagarde et quelles conséquences pourrait provoquer l'instauration d'une telle dictature monétaire au travers de la mise en place d'un euro digital? L'économie mondiale mise à mal en 2023 après les chocs de cette année. Bah voilà, hein, donc ça on est au courant, tout le monde le dit que l'économie mondiale ira mal, donc puisqu'ils le disent tous, peut-être ça ira un peu mieux, hein, parce qu'on a bien compris que tous les gens qui font des annonces style moi ou les autres, on ne détient pas la vérité, hein, donc on peut dire tout ce qu'on veut, le marché fera ce qu'il veut, hein, et l'économie fera ce qu'il veut. Il suffit simplement que la guerre en Ukraine s'arrête, c'est pour ça que je vous en parle toujours. Ça, c'est un élément important. Il suffit qu'elle stoppe dans pas trop mauvaises conditions, évidemment. On ne sait pas dans quelles conditions elle va s'arrêter, mais il suffit qu'elle s'arrête pour que d'un seul coup, l'économie reparte un peu, qu'on regagne une confiance. Tout est toujours un sujet de confiance, mes amis. La confiance, tout le reste, c'est du blabla. Les marchés financiers ne veulent toujours pas baisser. En fait, on attend la semaine prochaine les réunions de la Fed et les réunions de la BCE. Il devrait y avoir des hausses de taux de l'ordre de 50 points de base aux États-Unis. Et en Europe, maintenant la grande question, la grande problématique, c'est de savoir si en 2023, il y aura toujours des hausses des taux. Je crois que oui, mais simplement, il n'y aura pas des hausses de 75 points de base à chaque réunion. Il y aura des hausses sans doute de 50 points, voire de 25 points de base. Pour moi, l'inflation a atteint son pic, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, et donc ça ne devrait être plus un problème. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les 10 ans américains et européens qui ne cessent de baisser dans la mesure où on se rend compte que c'est bien la récession qui va l'emporter sur les craintes inflationnistes. Alors, le dollar index en hebdomadaire, il est allé chercher cette semaine un niveau clé qui est ce petit bout de Kijun ici. Quelquefois, ça suffit. Hein. Donc, vous voyez, c'est le niveau qu'on est allé chercher. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il descende chercher la Kijun mensuelle, hein, c'est un petit peu ce que j'avais dit. Il a corrigé d'abord, puisqu'il y avait une cassure avant, donc il a corrigé, il a fait ce test de cassure, et là il est reparti. Il est reparti à la baisse, hein, puisqu'il a clôturé ici, donc par rapport à ce qui s'était passé dans la semaine. Donc maintenant, s'il casse le dernier point bas, à ce moment-là, et on pourrait valider de la baisse pour aller chercher ce niveau-là. Donc la lagging span, la semaine prochaine, elle va pouvoir passer à travers ses bougies, ce qu'elle ne pouvait pas faire cette semaine, puisqu'elle avait cette grosse bougie en support. Donc la semaine prochaine, elle peut passer. Donc si le marché a envie de baisser, si on a envie de vendre le dollar, c'est possible. Si on a envie de l'acheter, c'est aussi possible en fait, parce que voilà, la lagging span reste au-dessus de ses prix, donc elle n'est pas négative du tout, elle reste positive. Les prix, on va dire qu'ils ont de l'amplitude à la hausse, alors qu'il est un petit peu modulé quand même quand on regarde sur le journalier, puisque sur le journalier, on a deux résistances qui sont le niveau de SSB ici et la Tenkan qui est ici. Donc pour le moment, le dollar est bien en tendance baissière, hein, puisqu'il est tenu par sa Tenkan en résistance. Donc s'il arrive à repasser sa Tenkan, à ce moment-là,
on mettra juste une alerte sur cette baisse qui pourrait potentiellement être terminée. C'est un petit peu l'idée. Donc vous voyez qu'on est allé chercher le niveau hebdomadaire ici. Si on casse ce niveau hebdomadaire, par contre, à 104,25, à ce moment-là, on pourrait envisager la Kijun mensuelle à 102, voire on a un autre niveau ici hebdomadaire à 102,25 qui est un petit peu juste avant. Donc pour le moment, c'est neutre. Hein, c'est effectivement en attente de cette semaine clé. Donc soit voilà, on a envie d'acheter le dollar, ça repart ici, soit c'est de la vente parce qu'on a une double résistance ici et la Tenkan est en résistance ici. Vous voyez, elle était en résistance ici, on est revenu la chercher, on est reparti à la baisse. On peut très bien voir le même scénario, on est allé la chercher et on repart à la baisse. Donc là, on a commencé de la baisse, mais ça ne s'est pas concrétisé vendredi avec le PPI qui a permis de maintenir un petit peu en altitude. Hein. Ça a baissé, mais finalement c'est remonté. On aurait pu revenir ici, faire un double point bas, ça aurait été une bonne nouvelle, mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc il faudra surveiller ce niveau des 104,25. Donc pour le moment, on va dire que à court terme, puisqu'on est en journalier, c'est neutre. Tech Dev ici qui nous partage une analyse avec le Bitcoin. Et là, c'est le 10 ans, donc c'est le taux de rendement 10 ans chinois qui est assez corrélé. Donc pourquoi pas. Il nous dit que là, on aura le To The Moon qui va partir maintenant sur les cryptos. Pourquoi pas? Personnellement, j'ai vraiment du mal à avoir un To The Moon. Mon portefeuille aimerait vraiment un To The Moon. Mais vu l'état macro actuel, l'état mondial macro, avec une inflation géante partout, les banques centrales qui veulent baisser leur bilan, donc stopper leur injection vers le marché obligataire. Donc bonjour, je suis une boîte, j'ai voulu emprunter plein d'argent pendant 2020, 2021, 2022 et l'État me donnait plein d'argent, je suis content. Par contre là, malheureusement mon prêt arrive à expiration et j'arrive pas à le renouveler parce que l'État il rachète plus. Là c'est compliqué là, tu vois. Donc il faut faire attention à tout ça. Bon, ici le marché, le niveau de capitulation, c'est CryptoNoob qui nous a envoyé cette petite image jolie et donc on serait dans des niveaux de capitulation que tu as en vert ici qui serait pas loin équivalent à ce qu'on a avant. Le problème, c'est qu'avant, on n'avait pas une inflation aussi géante, on n'avait pas des banques centrales qui avaient injecté 100% de leur asset déjà en circulation et que maintenant ils veulent diminuer tout ça. On n'avait pas tout ça si tu veux. Donc, faut faire attention quand même les comparaisons avec avant, hein, d'accord? Bon. On commence directement avec la fameuse news, la bad news autour de GameStop. Je vous le rappelle, GameStop, ils ont ouvert une branche NFT Web3 Metaverse avec notamment une marketplace qui est très corrélée du coup à Immutable X. Et dernièrement, je vous avais dit qu'en fait, ils licenciaient quasiment, je crois, 15% de leurs employés un peu partout. Après, ils avaient encore relicencié de nouveau. Et en fait, là, on apprend qu'ils ont perdu quasiment 100 millions de dollars et qu'ils vont complètement fermer leur branche du coup Web3, donc y compris du coup la marketplace NFT. Donc s'il vous plaît les amis, si vous avez des NFT sur cette marketplace là, des NFT en vente du coup que vous avez confiés à la plateforme en attendant qu'ils soient vendus, s'il vous plaît retirez-les parce que on n'est pas à l'abri que du coup le site ferme du jour au lendemain et qu'il y a un problème après pour récupérer les NFT. Donc du coup bien sûr lien en description, mais malheureusement c'est un échec pour GameStop. GameStop ils cumulent les échecs actuellement et pour l'instant il n'y a pas de nouvelles sur leur compte Twitter, en tout cas du côté NFT. Donc affaire à suivre, mais ça pue un petit peu. Renault, qui monte dans le train de l'innovation à toute vitesse. Pour cela, il se lance dans les NFT, en profitant de l'occasion des 50 ans de la Renault R5 pour entrer dans ce monde. En effet, quoi de mieux que la ligne de cette voiture mythique qui a permis à je ne sais combien de Français de partir en vacances ou d'aller travailler. Ma mère en avait une, et je me souviens encore bien de mes trajets passés dedans. Je pense que beaucoup de gens ont une histoire avec cette bagnole, et c'est ça qui fait la force du modèle. Pour marquer le coup, il y aura 1972 NFT, comme l'année de sortie de la voiture. Cette collection s'appellera Gen R5, et se divisera en 4 modèles mythiques de la R5. Les NFT seront visibles sur le site nft.renault.com, pour les curieux qui souhaiteraient voir la tronche de la collection. C'est sous réserve que le site tombe moins souvent en panne que leur bagnole. Donc je vous promets rien. Renault ajoute qu'il souhaite accorder des privilèges aux détenteurs des NFT qui comprendront des événements de la marque, des essais de voitures exceptionnels, des rencontres avec des personnalités en lien avec la marque comme des sportifs ou des designers, des visites privées ou encore des expositions en avant-première. Finalement, on n'est pas tant dans la traîne que ça côté français pour une fois, vous trouvez pas? Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.